La réforme du lycée met en place une nouvelle organisation des enseignements avec, pour toutes les disciplines, de nouveaux programmes. Elle introduit également un nouveau baccalauréat pour la session 2021. La question de l'évaluation au lycée est donc profondément renouvelée et demande d'ajuster certaines pratiques professionnelles. Il nous apparaît essentiel d'éclairer cette question pour faire de l'évaluation dans le nouveau lycée un véritable outil au service des apprentissages et de la réussite des élèves. Pour rappel, évaluer, c'est donner de la valeur, faire apparaître la valeur. Et l'évaluation est un processus qui suppose l'adéquation entre ce qui est appris et ce qui est évalué. Il faut donc d'une part des apprentissages et d'autre part des critères précis d'évaluation. Qu'est-ce qu'évaluer? Évaluer, c'est prendre de l'information en tant qu'élève, en tant que professeur. Et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'évaluation n'est qu'un outil et surtout pas une finalité. Même l'examen, qui est une évaluation certificative, n'est qu'un outil au service de la poursuite d'études ou de l'entrée dans la vie professionnelle. Il existe une grande variété de formes d'évaluation, mais très souvent, dans les pratiques de classe, on se limite à deux, l'évaluation sommative et l'évaluation certificative. Pourtant, l'évaluation diagnostique permet de voir d'où l'on part. C'est très important. Par exemple, dans le nouveau programme d'histoire de terminale, plusieurs questions doivent être abordées dans la continuité de ce qui a été travaillé au collège. L'évaluation formative aide l'élève à prendre conscience de ses acquis et de ses difficultés. Durant cette évaluation, l'erreur est un outil d'apprentissage et elle offre au professeur la possibilité de réguler ces mêmes apprentissages. L'évaluation sommative atteste et valide les acquis. L'évaluation certificative certifie un niveau acquis qu'elle contribue à rendre visible socialement à travers le diplôme décerné. Il convient également de développer l'auto-évaluation. L'auto-évaluation amène l'élève à se poser des questions. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Si oui, où vais-je la chercher? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour réussir ce qui est demandé? Ces différents objectifs de l'évaluation figurent dans le référentiel des métiers du professorat et de l'éducation datant de juillet 2013, qui fixe les attendus métiers sur cette question. Vous trouverez l'essentiel de ce qui est demandé à la diapositive suivante. Pour évaluer, il faut avoir défini des critères et rechercher des indices de réussite. Les critères correspondent à la qualité de l'objet évalué. Ils renvoient au regard qui va être porté sur le travail de l'élève. Ces critères, construits en équipe, permettent aux élèves de mieux comprendre ce que l'on attend d'eux. Lors de la correction, le professeur recherche les indicateurs de réussite, les éléments visibles dans la copie, permettant de voir la maîtrise ou non d'un savoir, d'une capacité. Le lycée prépare les élèves à la fois à l'examen en s'appuyant sur les textes officiels qui définissent les épreuves et également à la réussite dans le supérieur. Et la mise en place du nouveau lycée avec un nouveau baccalauréat impose de préparer les élèves en articulant des logiques différentes selon les situations envisagées. Il existe donc des temps différents avec des publics d'élèves différents que l'on enseigne en tronc commun ou en spécialité. Cette nouveauté est à penser et à prendre en compte dans les enseignements. Cette préparation des élèves suppose en effet d'articuler différents types d'évaluation selon les objectifs visés et toujours en lien avec les capacités et méthodes travaillées en classe, comme le montre la diapositive suivante.
Une partie du nouveau baccalauréat est évaluée dans le cadre du contrôle continu qui est double. Il englobe d'une part les bilans trimestriels qui résultent des évaluations au fil des apprentissages. Il englobe également les évaluations E3C, évaluations bilan, qui ont lieu à 3 moments. Elles ont un caractère national, les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets et elles sont adaptées au travail réalisé dans la classe, dans l'établissement, puisque c'est à ce niveau que ces sujets sont choisis. L'articulation entre ces deux types d'évaluation permet de mieux préparer les élèves au supérieur. Ainsi, le contrôle continu de ce nouveau baccalauréat a de nombreux intérêts pour le professeur et pour les élèves, comme le montre la diapositive suivante. Les épreuves communes ne doivent pas être une évaluation en plus, mais sont à intégrer dans le processus d'acquisition des savoirs et des apprentissages. C'est une invitation à repenser l'organisation pédagogique, voire une opportunité pour construire une réelle progressivité des apprentissages. Pour gagner en cohérence, cette organisation pédagogique est à réfléchir en équipe. L'idée est donc de distinguer dans la programmation 4 phases d'acquisition du savoir et des apprentissages. Une phase de réactivation, de remobilisation des acquis, une phase de transmission, une phase de consolidation ou d'approfondissement et une phase d'évaluation. C'est un processus. Chaque phase est essentielle dans la construction des apprentissages. Tout d'abord, une phase de réactivation des acquis, de remobilisation. L'activation des connaissances antérieures sert à extraire de la mémoire à long terme des élèves et à ramener dans la mémoire de travail les informations qui vont leur être utiles pour comprendre le nouveau contenu. Il peut s'agir d'éléments d'une leçon précédente, d'acquis des années scolaires passées ou même de connaissances personnelles partagées. Les travaux de recherche ont en effet montré qu'il est plus efficace de donner l'occasion aux élèves de se réinterroger plutôt que de leur réexpliquer les notions oubliées. Deuxièmement, une phase de transmission qui est une phase de découverte pour les élèves. C'est un temps de transmission des connaissances par le professeur et d'écoute active de la part des élèves et également un temps dédié à l'étude de sources, à l'analyse approfondie et critique de documents variés. S'ensuit une phase de consolidation. Elle est essentielle. Elle permet aux élèves de s'exercer avant l'évaluation sommative, de revoir et si besoin de remédier ou bien d'approfondir. Et enfin, une phase d'évaluation. Apprendre est un processus itératif qui nécessite de revenir régulièrement sur ce que vous avez appris et que vous le mettiez constamment à jour en le reliant à de nouvelles connaissances. Le nouveau baccalauréat, avec l'instauration du contrôle continu, facilite la mise en place de la progressivité des apprentissages. Les attendus des épreuves des E3C reprennent les capacités des programmes d'histoire-géographie. Aussi est-il possible de construire des grilles d'évaluation. Ces grilles, conçues comme des échelles descriptives, pourraient énumérer les critères de réussite et ainsi être utiles aux professeurs et aux élèves. La diapositive suivante propose un exemple. Aux capacités mobilisées qui seront les mêmes de la seconde à la terminale seront liés des attendus principaux adaptés au niveau de classe, aux épreuves de contrôle continu et à l'avancée du travail. Pour chaque 3C, à partir du sujet retenu en équipe, les attendus seront précisés en concertation. Le professeur pourra les expliciter à la classe et arrêter le programme de révision. Cette grille, utilisée dès la seconde, facilitera le travail des capacités et méthodes.
Elle sera un outil précieux pour harmoniser en équipe, mais aussi pour proposer une remédiation après les épreuves. Les élèves, de leur côté, travailleront en confiance. Ils gagneront en autonomie puisqu'en connaissant les objectifs, ils pourront mettre en œuvre des stratégies pour progresser. Ils pourront être incités à pratiquer l'auto-évaluation individuellement ou en groupe. En première voie générale, la question problématisée appelle de la part de l'élève une réponse rédigée et construite. À partir du sujet choisi, pourquoi peut-on dire que les espaces ruraux sont des espaces multifonctionnels? Quels pourraient être les attendus de correction? Premièrement, des attendus en termes d'organisation, c'est ce qui apparaît en bleu. L'élève doit être en capacité de reprendre les éléments d'organisation suggérés dans la consigne. Deuxièmement, des attendus également avec l'utilisation de notions ou de vocabulaire acquis progressivement en géographie. C'est ce qui apparaît en vert. Enfin, on attend que la réponse de l'élève soit ponctuée de quelques exemples précis, en orange, sans forcément attendre que chaque idée soit illustrée. Pour les usages traditionnels, un apport de chiffres, par exemple, serait le bienvenu. L'espace agricole couvre 25% de la surface terrestre, ou bien l'agriculture emploie 1 milliard de personnes, qui en fait le premier secteur d'emploi de la planète. Pour les nouveaux usages, si l'élève évoque la fonction récréative des espaces ruraux, il serait bien qu'il développe l'agrotourisme ou bien la valorisation du patrimoine local, par exemple. Comme cela a été dit précédemment, l'important est que ces attendus de correction soient définis en équipe et en lien avec ce qui a été travaillé en classe. Les diapositives 19 à 22 présentent les épreuves écrites d'enseignement de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Les attendus des épreuves de première et de terminale reprennent largement les capacités énoncées dans les programmes. Ils favorisent la progressivité des apprentissages. La diapositive suivante le montre. En fin de première, les élèves qui ne poursuivent pas la GGSP en terminale sont évalués sur un seul exercice, celui de la composition. L'analyse de documents est bien sûr travaillée et évaluée tout au long de l'année dans la mesure où elle est l'une des capacités. Les attendus de cette épreuve de fin d'année sont peu nombreux. Ils sont laissés à l'appréciation des enseignants. Chaque professeur, chaque équipe emmènera ses élèves aussi loin que possible et décidera des attendus du sujet retenu. On se situe dans le cadre d'un contrôle continu. Des exemples de sujets sont présentés sur la diapositive 21. En terminale, les attendus sont très précis en vue d'une évaluation certificative. Dans une épreuve de 4 heures, les élèves réaliseront une dissertation et une étude critique de documents. Des précisions sont fournies sur la diapositive 22.
La note de service qui définit l'épreuve du grand oral est accompagnée en annexe d'une grille d'évaluation indicative. Cette grille, avec des descripteurs, permet de cibler les principales compétences à travailler avec les élèves. Les 5 domaines de compétences évalués lors de l'oral sont notés dans les cercles bleus. La préparation de cette épreuve ne peut pas être réalisée que durant l'année de terminale. C'est un apprentissage sur le long terme qui se construit. Il a débuté au collège, d'ailleurs, une des épreuves finales du diplôme national du brevet est une épreuve orale. Et ces compétences sont à travailler tout au long des 3 années du lycée en créant de multiples situations de classe, variées et même dans un format court. En orange sont notés quelques exemples de situations de classe où le travail de l'oral peut être mobilisé. L'important réside dans la régularité des prises de parole des élèves, même brèves, en leur explicitant à chaque fois les objectifs du travail réalisé et ses attendus. Est-ce un oral pour penser, un oral pour argumenter, un oral pour communiquer ou bien un oral pour restituer? Nous vous remercions de votre attention. Ce diaporama est une proposition d'accompagnement, une proposition qui peut être une base de réflexion en équipe. Si des questions demeurent, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'IPR référent de votre établissement.